Nous sommes ravis d'accueillir Pierre-Yves Graff, architecte chez Knight Architects, un bureau d'architecture de grande renommée reconnu par son expertise dans la conception de ponts et d'infrastructures élégants et innovants. Knight Architects se distingue par sa capacité à allier esthétisme, fonctionnalité et respect des contextes historiques et environnementaux. Parmi les projets emblématiques de Knight Architects, je cite notamment le Merchant Square Footbridge, donc à Paddington Basin, Londres. European Land a transformé Merchant Square avec un pont piéton unique, inspiré d'un éventail japonais. Ce tablier de 3 mètres s'ouvre grâce à des vérins hydrauliques, formant une sculpture cinétique impressionnante. Cité parmi les ponts piétons les plus remarquables au monde par The Guardian, il est devenu une attraction touristique et a même figuré dans Jason Bourne en 2016. Le deuxième projet, donc le Luton Dart Gateway Bridge. Donc ce Luton Dart Gateway Bridge, il relie la gare de Luton Parkway au terminal, offrant un accès public optimisé. Et puis il est inspiré par la symétrie du voyage. Sa structure parabolique de 72 mètres s'élève avec élégance au-dessus de l'Airport Way. Puis finalement, le Mersey Gateway, c'est un projet de plus de 1,9 milliard de livres sterling. Il comprend un pont à haubans de 2,4 km reliant Runcorn et Widnes, le plus long d'Angleterre. Il est conçu par Knight Architects et Ramboll. Le pont se distingue par ses 3 pylônes asymétriques, optimisant les portées tout en minimisant l'impact environnemental dans l'estuaire sensible. Pierre-Yves est un architecte certifié RIBA, formé à l'EAB de Rennes, à l'université de Tsinghua de Pékin, à l'ENS Paris-La Villette, à l'université de Hanyang de Séoul et à l'Architectural Association de Londres. Parmi ses réalisations, on trouve le domaine viticole DBR Lafite, certifié LEED Gold. Le LEED, c'est pour donc LEED, c'est Leadership in Energy and Environmental Design, qui est un programme international de certification des bâtiments écologiques développé par le US Green Building Council. Parmi ses réalisations également, je cite le musée du vin, un boutique-hôtel et puis un centre d'apprentissage dans la vallée de Qiuyanshan. Il a également travaillé sur des projets hôteliers en Chine et en France et au Brésil, ainsi que sur des projets d'hôpitaux modulaires en Afrique et en Asie. Et puis chez Knight Architects, Pierre-Yves contribue à des projets de ponts et d'infrastructures. Et pendant plusieurs années, il a été directeur de cours à Paris. Son approche du design repose sur la recherche de solutions pour créer des environnements résilients face aux défis qui s'annoncent. Pierre-Yves, merci d'être parmi nous. Sans trop tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Johanna. Je veux remercier l'école de m'avoir réinvité cette année. C'est vraiment un plaisir d'être de retour après ce qu'on a eu l'année dernière. Et puis, voilà, je vais essayer de vous présenter en 1 heure, grosso modo, la vision d'un architecte dans un monde d'ingénieurs sur comment les infrastructures, et en particulier les ponts, piétons et cycles, ont une influence sur les stratégies urbaines. Et comment est-ce que, quand on réfléchit un tout petit peu aux infrastructures dont on va avoir besoin, on a besoin d'être résilient et on peut en profiter aussi pour créer des identités dans les territoires sur lesquels on intervient. Donc je vais décomposer cette présentation en gros en 3 parties. Une première partie qui est présenter un peu le contexte général dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, enfin au moins ce à quoi je crois. Une deuxième où on va identifier un petit peu les points généraux sur lesquels nous on travaille chez Knight en tant que concepteur de ponts. Et une dernière partie qui vous plaira peut-être plus où on verra des images de nos projets, dont certains en chantier. Donc qu'est-ce que c'est que la stratégie urbaine et infrastructure ? C'est d'abord essayer de comprendre qu'effectivement la ville, c'est complexe comme puzzle. C'est une superposition de beaucoup de choses. Et on a vraiment besoin d'y voir un peu plus clair, parfois. En ce qui nous concerne aujourd'hui, donc nous on va se parler aujourd'hui spécialement des ponts et des ponts piétons cycles et comment c'est un outil très utile pour réussir à franchir et à
à dépasser les barrières qui sont déjà là présentes sur le territoire. Des barrières qui peuvent être de toutes sortes, c'est pas seulement fluvial, ça peut être ferroviaire, ça peut être routière. Il faut savoir aussi que ce qu'on fait en tant que concepteur de ponts, d'infrastructures ou même de génie civil en général, c'est sur une échelle de temps qui dépasse largement l'architecture traditionnelle, où les bâtiments commerciaux, par exemple, vont avoir une espérance de vie aujourd'hui de 50 à 60 ans. Le retail, c'est encore plus court. Par contre, nous, ce qu'on fait, ça se mesure en siècles. Il faut vraiment avoir conscience de ça, c'est que ce qu'on fait, ce qu'on dessine, on en est responsable, entre guillemets, pour au moins 5 générations. Alors, on va parler un peu de mobilité active aujourd'hui, parce que voilà, piéton cycle, c'est le sujet. Il y a un adulte sur 4 aujourd'hui qui ne fait pas assez d'activité physique. Et plus grave encore, il y a 8 adolescents sur 10 qui ne font pas assez d'activité physique. Donc on a un véritable problème de société. Et ce n'est pas forcément de leur faute. C'est simplement parce qu'on ne leur offre pas la possibilité. On a un problème de place aussi, d'étalement urbain. On se rend compte que c'est vraiment un souci d'avoir créé la ville pour la voiture. La voiture en mouvement prend beaucoup trop de place. Si on pouvait aller vers des mobilités actives, on se rendrait compte qu'on aurait d'un seul coup beaucoup plus d'espace disponible. Et surtout quand on se rend compte qu'en gros 60% de nos déplacements urbains, c'est moins de 5 km. Donc c'est vraiment faisable. Il n'y a rien de fou là-dedans, quoi. Y compris dans des zones polluées. Là, c'est à New York, par exemple, Gowanus. Cette rivière était tellement polluée qu'elle sentait particulièrement mauvais. Mais le phénomène de gentrification et l'accessibilité comme ça à des programmes tout simples de mobilité active en font aujourd'hui un quartier très recherché à New York. Et puis bon, évidemment, l'année dernière, à Paris, d'un seul coup, les ponts ont été mis en valeur d'une manière dont on n'avait encore jamais vu. C'est-à-dire que toute la ville a assisté à une cérémonie sur l'eau et les ponts sont devenus des places publiques, sont devenus vraiment les lieux de retrouvailles sans voiture. On a libéré l'espace dans Paris qui est le plus ouvert, c'est la Seine. Mais en France, en tout cas, je suis français, on n'en est pas là, on a quand même rendu la ville très moche en très peu de temps. En 2 générations, à cause de 3 éléments constants qu'on a retrouvés partout, les infrastructures routières, les zones commerciales et les lotissements. En gros, 70% du commerce en France se fait dans les zones périurbaines, et on l'a vraiment rendu moche. Personne n'est capable de dire dans quelle ville c'est, ça. Il n'y a aucune identité dans cette image. Alors aujourd'hui, évidemment, 15 Minute City, Moreno, voilà, c'est le discours. Ça fait 10 ans qu'il se bagarre avec ce concept et il a vraiment essuyé les plâtres. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est repris en boucle par les politiques. Parce que voilà, c'est le nouveau sujet. En particulier à Londres, dans l'époque post-Covid, une fois les confinements terminés, on s'est rendu compte que finalement l'omniprésence de la voiture en ville n'était pas forcément la garantie d'un succès commercial, bien au contraire. On pouvait rendre la ville aux piétons et la rendre beaucoup plus active, dynamique, humaine, sociale. Et puis c'est une tendance qu'on voit partout, hein. C'est une tendance générale. Par exemple, là, c'est l'inversement des courbes à Londres, entre le trafic vélo et le trafic voiture. Là-bas, je crois que c'est à Copenhague. Et ça correspond aux mêmes échelles de temps. Donc c'est vraiment un phénomène global. Et même à Los Angeles, il y a eu un référendum en avril 2024 où la population a voté la création de 480 voies de bus et de centaines de kilomètres de pistes cyclables. Dans une ville, pourtant, où la surface de parking prend, grosso modo, la totalité du centre-ville, quoi. Si on prend la surface de parking à Los Angeles et qu'on met ça sur le centre-ville, vous avez vu les incendies, là, et ben, en gros, ça va de Malibu à Pasadena. Tout le monde a vu ces cartes. En gros, si on prend toutes les surfaces de parking de LA, ça couvre tout, quoi. Ben, même eux, ils sont en train de se dire que finalement, ils n'ont pas suivi le bon modèle. Donc le vélo. Strava, si vous connaissez, c'est un site qui permet de mesurer les activités piéton, vélo, footing, etc. On se rend compte très rapidement que c'est une question politique. C'est pas tout à fait une question géographique. Vous voyez comment s'est développé
au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, même en Suisse. Pourtant, vous avez quand même une topographie particulière. Par contre, la France et l'Allemagne, zéro pointé, quoi. On est tout noir. À part, effectivement, dans les centres urbains. Et donc ça détermine vraiment une chose qui est fondamentale, c'est sur quel levier est-ce qu'on peut agir, nous, en tant que concepteurs, pour convaincre, finalement, de changer les choses. J'avais une autre, mais c'est pas... Ouais, voilà. Il y avait 3 autres images, mais je vais peut-être en parler vite fait. C'est à Pékin. J'habitais à Pékin longtemps. Donc j'avais des images, grosso modo, de Pékin dans les années 80. Je les ai cachées. Pékin dans les années 80, c'est quasiment 100% de vélo. La voiture coûte trop cher. Les Chinois n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture. Ça veut dire des pistes cyclables partout, en fait. 30 ans plus tard, la Chine a pris un bond économique monstrueux. C'est le plus grand embouteillage mondial. Pékin, c'est un embouteillage géant en 2010. Il n'y a plus que des voitures, il n'y a plus de vélos du tout. Pas tout à fait. Le nombre de vélos a augmenté à Pékin. Entre 1980, il y avait 9 millions de vélos à Pékin. En 2010, il y en avait 14 millions. Mais le nombre d'utilisateurs a été divisé par 2. Donc les gens ont continué à acheter des vélos, mais en fait, ils ne s'en servaient plus. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient les moyens de s'acheter une voiture. Et que ça faisait bien, quoi. Du coup, il y a quelqu'un qui a eu une idée de rendre ces vélos disponibles, c'est-à-dire de les sortir des placards, et d'en faire un système de vélo en libre service avec un QR code, on scanne avec son téléphone, on l'a gratuit pendant une demi-heure, et puis... Du coup, tout le monde a remis son vélo dans la rue. Mais le gouvernement chinois n'a pas régulé. Et énormément d'initiatives privées se sont mises en route pour récupérer ces vélos gratuitement, les repeindre et puis les mettre en service. Et évidemment, sur ces centaines d'entreprises créées, 98% ont fait faillite, il en restait que 2 à la fin. Donc on se retrouve aujourd'hui en Chine avec des cimetières de vélos, des hectares et des hectares à perte de vue de vélos abandonnés. Vous chercherez, les images sont cachées, mais vous chercherez si ça vous intéresse. Donc bon, Night Architect, on y vient. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, on est spécialisé dans les ponts et les infrastructures. Voilà, ça c'est un de nos projets, par exemple, en Nouvelle-Zélande. Et on se pose la question, en gros, on se pose ces 5 questions-là. À partir de quel moment est-ce qu'on est trop tard ? Parce que souvent, on est trop tôt. On réfléchit un peu en avance, c'est notre rôle en tant que concepteur. Donc c'est trop tôt, l'idée n'est pas prête, Quand est-ce qu'on la propose ? Et en fait, à un moment, c'est trop tard. Il aurait fallu vraiment la présenter avant. Ensuite, le deuxième point, c'est que dessiner un pont, c'est facile, ce sont les extrémités qui sont compliquées. Et puis, on n'oublie jamais qu'on ne sommes des architectes dans un monde d'ingénieurs. Dans la conception de ponts, souvent, la commande est passée à l'entreprise générale ou au cabinet d'ingénieurs qui viennent ensuite nous chercher. Donc, c'est l'inverse de l'architecture traditionnelle, en fait. View of, view from. Donc, ne jamais oublier que ce qu'on dessine c'est un double visage. C'est presque une dialectique. On voit le pont de loin et depuis le pont, qu'est-ce qu'on voit ? Donc c'est les 2 faces de la même pièce. Et finalement, le dernier point, c'est pourquoi et pour qui, avant de comment. Avant de quoi et comment. Parce que c'est super important finalement de se dire pourquoi on fait les choses. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dépenser des milliards dans un projet autoroutier alors que en France, doubler toutes les routes de pistes cyclables coûte 100 milliards. C'est à peu près ce que coûtait le bouclier tarifaire pour protéger les entreprises des prix de l'énergie l'année dernière. On ne l'a pas fait. À mon avis, on a fait le mauvais choix. Donc pourquoi on le fait et pour qui on le fait ? Une fois qu'on a répondu à ces 2 questions-là, on peut se poser la question du quoi et du comment. Merchant Square, donc rapidement, voilà, ça c'est le projet emblématique, il est un peu vieux maintenant, il est de 2012. Mais il a véritablement créé une identité, il a créé un petit raccourci, parce que vous voyez finalement, il ne traverse pas une rivière, il traverse juste un bassin. Mais il a vraiment créé quelque chose dans le quartier. Et c'est devenu une espèce de symbole qui a été au service, c'est vrai, de la promotion immobilière. Il ne faut pas se le cacher, on ne va pas le nier, mais il a été surtout au service des habitants. Et l'objet, parce que c'est l'intégrité de l'objet qui compte aussi quand on dessine quelque chose,
et a finalement été adopté très très vite comme un vecteur de l'espace public, quoi. C'est un jeu pour enfants, c'est un pont, ça peut être plein de choses. Et il fait partie évidemment d'un design plus global, il n'est pas isolé en soi, c'est un élément du puzzle, quoi. Et donc on se pose la question, ça c'est Ice Tract E, la fameuse pyramide inversée. Donc en gros, aujourd'hui on se fait des bilans carbone à tous les étages, hein. Chaque projet doit avoir son bilan carbone, comment est-ce qu'on peut économiser du carbone, etc. En ce moment je travaille sur le LTC, le Lower Thames Crossing. C'est un tunnel de 4 km sous la Tamise. Et ils veulent absolument qu'il y ait 70% de réduction de carbone dans le chantier. Donc par exemple le tunnel qui va être fait, le TBM, le Tunnel Boring Machine, va être alimenté à l'électricité. Je ne raconte pas le chantier. Ça fait des sacrés générateurs, enfin des sacrés transformateurs. Donc voilà, la question qu'on se pose, c'est qu'effectivement, si on a besoin d'utiliser moins de matière, est-ce qu'on peut se permettre de ne rien construire? Est-ce qu'on peut se permettre de construire moins ou de construire de manière plus intelligente, etc. De manière efficace. Et puis bon, le moins qu'on puisse faire, c'est au moins de minimiser les déchets, quoi. Utiliser moins de matière de manière plus efficace. Mais on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on peut construire pour réduire? Et là, se poser la question de savoir à quel moment il y a un break-even dans la courbe, et de se dire, ok, toutes les structures qu'on fait, il y a un embodied carbon, il y a un carbone qui est intégré dans la structure, qui est là dès le départ, parce qu'on a construit, quoi. Mais il va limiter les émissions à l'avenir. Dans le futur, il va offrir la possibilité de diminuer les émissions de carbone. Et donc c'est le carbon neutral, c'est le point qu'on essaye d'atteindre le plus vite possible. À partir de ce moment-là, si on arrive à transformer les modes de transport polluants en modes de transport actifs, avec une structure économe en carbone et où le point, grosso modo, de break-even est atteint rapidement, là, le pari est réussi, quoi. Donc, pourquoi? On essaie de réduire le CO2, la base. 2, on essaye de limiter les activités, d'augmenter les activités physiques par tout type de médium possible. On réduit aussi la pollution sonore. On limite les accidents, forcément, quand on va moins vite, on se fait moins mal. On diminue la pollution de l'air. C'est très très vrai, particulièrement si vous avez, comme je vous l'espère, l'occasion, comme je vous le souhaite, l'occasion de travailler dans des pays étrangers particulièrement pollués. J'ai travaillé en Chine longtemps. Ils ne sont pas encore sortis du bois. Ils ont encore beaucoup de boulot à faire. Les maladies liées aux particules fines 2.5 sont assez chroniques, au point qu'on voit l'espérance de vie reculer dans les centres urbains. Et puis finalement, comme je l'ai annoncé au début, ça permet de libérer de la surface. Valence, l'année dernière en Espagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, les crues. Enfin, moi j'étais choqué par ces images. Ça veut dire que c'est fini, quoi. La ville est plus faite pour la voiture. On se prend une inondation comme ça, parce que c'est Valence, mais ça pourrait être n'importe où, quoi. Ça, c'est évident, quoi. On ne peut plus continuer sur ce modèle-là. Il faut repenser. On a artificié les sols pour ça. Ça va pas. On ne peut plus se le permettre. On a passé aujourd'hui 1,5 degré, 1,54 degré, je crois. Le climat de 2024 est perdu à jamais. C'est fini. Le climat qu'on a eu l'année dernière, on ne l'aura plus jamais dans le futur. Donc on doit absolument anticiper, on doit aller vite, on doit proposer des solutions maintenant pour changer nos modes de transport. Bon, ceci dit, voilà, on va prendre un peu l'air. On va aller à Taplow, juste à côté de notre premier bureau à Maidenhead, donc dans la banlieue ouest de Londres. Ça, c'est le petit projet qui a été fait. Ici, c'est le petit trait noir là-bas. Dans une zone très très sensible au niveau de la biodiversité et de son contexte. Les Anglais sont très conservateurs, surtout dans les zones sensibles comme ça. Et voilà, ça c'est une image 3D du projet qui avait été proposé par l'agence. Donc une passerelle piéton cycle qui franchit la Tamise.
Et avec voilà, des détails en acier très soignés, vraiment dessinés à l'échelle 2, voire à l'échelle 3 pour certains assemblages. Je vais avancer trois trucs d'un coup, du coup. Ah. Ouais. Donc voilà, l'idée d'avoir été toujours encore dans l'économie de matière, en essayant d'être le plus léger, le plus transparent possible. Le site étant tellement entouré d'arbres, on pouvait absolument avoir quasiment aucune intervention sur place. Très très peu. Donc la passerelle a été construite dans son ensemble hors site, en amont de la rivière. Et elle a été ensuite amenée sur place par des barges. Donc levée, transportée sur l'eau, ce qui donne lieu toujours à des spectacles assez intéressants. Ça, c'est quelque chose que les hommes politiques sont super friands, quoi. Parce que d'un seul coup, ils peuvent inviter leurs copains à voir les choses. D'un seul coup, c'est magique. Ah, un truc qui apparaît. Et voilà, la mise en place, la levée. Et le seul travail qui restait à faire sur place, c'était tout le travail du bois, donc le tablier en bois et les mains courantes. Donc voilà le début de la deuxième phase. Et voilà, ça c'est une photo, donc on n'était pas très loin en faisant l'image 3D, la première image que vous avez vue, on était vraiment pas loin. Donc voilà, c'est l'élégance par l'économie de matière, en gros, je dirais. Oups, voilà. Bon. Mais cette décision politique, elle a un défi énorme dans sa mise en œuvre, c'est que les gens sont extrêmement résistants au changement. Ils sont réfractaires au changement. Alors il y en a qui sont pour, hein, évidemment, hein, ils sont pas. Mais politiquement, il faut savoir qu'on dit toujours les hommes politiques sont des leaders. Non, les hommes politiques ne sont pas du tout des leaders, ce sont des followers. Ce sont des gens qui vont suivre la majorité en essayant de naviguer. Ils ont toujours 3 ans de retard, de toute façon, les hommes politiques, au minimum. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à convaincre les gens de voter pour des gens qui vont vraiment changer les choses. En l'occurrence, là, Anne Hidalgo à Paris, elle a vraiment souffert. Mais elle a réussi à transformer les voies sur berge d'une autoroute en promenade. Probablement une des plus belles promenades du monde maintenant. Plan vélo 2020, donc ça c'est en place maintenant. C'est exactement la même chose que pour un schéma directeur de transport routier, sauf que là, cette fois-ci, on parle du vélo. On va faire des autoroutes pour vélo. On va faire des réseaux secondaires pour vélo. On va faire un plan radial et un plan concentrique qui se connectent dans différents nœuds. Surtout quand on réalise que les transports intérieurs Paris-Paris, c'est essentiellement de la marche et du vélo. Les transports Paris-Petite Couronne, c'est du transport en commun et du vélo. La voiture est marginale là-dedans. C'est un lobby puissant, mais c'est marginal. Et voilà ce qu'elle a réussi à faire, Anne Hidalgo, en l'espace de 16 ans. La qualité de l'air, mesurée par Air Paris, un organisme indépendant. Donc c'est possible, hein, on peut y arriver. Je vais arriver bientôt à photos de projets qui vont peut-être vous intéresser un peu plus. Mais en gros, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaie de faire des connexions multimodales qui réussissent à coexister ensemble. En particulier, par exemple, nous, on intervient beaucoup sur des ponts existants, des choses qu'il faut refaire parce que la structure est encore bonne, mais le mode est plus adapté. Donc, par exemple, en premier plan, là, vous voyez quelque chose où il y a un tram au milieu, il y avait une double voie, et puis il y avait une partie un petit peu résiduelle pour les piétons. On va essayer de réduire la place de la voiture pour pouvoir transposer, si vous voulez, une structure déjà existante à des modes plus contemporains. Et si on fait une structure nouvelle, on essaye le plus souvent possible de ne pas y inclure la voiture. On a par exemple une de nos réalisations à Ulm, en Allemagne. Tram, piéton, vélo, sur le même ouvrage. Donc, on essaie d'intégrer les différents modes de transport. On focalise sur les transports publics, la mobilité active. On propose des stratégies.
Et puis, on se met en lien avec les projets urbanisme qui sont évidemment de part et d'autre de l'ouvrage, quoi. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Sur quoi on travaille, c'est ça, c'est créer des nouveaux liens. On se place délibérément, des fois on ose remettre en cause le brief qui nous est donné en proposant des nouveaux alignements. C'est-à-dire on nous dit, voilà, il faudrait faire un pont là, on réfléchit, on se dit, finalement, ce serait peut-être plutôt intéressant de le faire là-bas, quoi. On crée des axes de liaison entre des points forts. On essaie de faire en sorte que ces points sont connectés entre eux, et notamment qu'il y ait une très grande densité de connexions multimodales, et qui soient ergonomiques, c'est-à-dire qui s'adaptent à différents types de transports. Et puis voilà, on essaye aussi de faire du placemaking, donc de créer de l'identité, c'est-à-dire créer des lieux où il n'y en avait pas auparavant, des nouvelles perspectives, des vues panoramiques, comment concevoir un pont comme un... Enfin, si on imagine que le pont est juste un chemin, c'est extrêmement réducteur en fait. Et voilà, offrir la possibilité de s'y reposer, par différentes manières, du mobilier urbain, la surface, de la végétation, etc. Tout en ayant bien conscience que si à partir du moment où on propose des ponts multimodaux, on doit gérer différentes vitesses. Il y a des choses qui vont très très vite, des choses qui vont moins vite, et il y a des choses qui vont très lentement. Un enfant à pied, je peux vous dire par expérience, ça marche très lentement. Et effectivement, si je reviens par rapport à ce que je disais au début, faire le pont lui-même, c'est pas très compliqué, c'est comment est-ce qu'on s'accroche de part et d'autre pour avoir vraiment une véritable intégration dans le tissu urbain. Et que ces zones-là soient attrayantes et sûres, sécurisées. Vous pouvez faire la plus belle passerelle du monde, si c'est dans une zone industrielle malfamée, elle n'aura pas de succès, ça, c'est à peu près garanti. Et le pont vient là comme là aussi la poursuite d'un chemin de piste cyclable, par exemple, qui a été tracé de part et d'autre sur les deux rives. Il y a le concept de corridor. Alors ça, évidemment, on le connaît beaucoup. Par exemple, la High Line à New York, ou le viaduc des Arts à Paris, où d'un seul coup, c'est plus simplement l'ouvrage en lui-même, le franchissement de 120, 150 mètres, ou 200 mètres, ou 10 mètres. C'est d'un seul coup une véritable infrastructure qui peut s'étaler sur des kilomètres et offrir comme ça non seulement des parcs linéaires, mais qui surtout va générer une acceptation beaucoup plus facile du grand public. Parce que d'un seul coup, le vecteur va agir comme une colonne vertébrale attirante pour les populations. Et évidemment, toujours la dimension politique de la chose, c'est visible. Un pont, c'est extrêmement visible, surtout en ville. C'est quelque chose qui va devenir une image qui va changer les choses. Ça change le mode de transport à long terme. Donc ça dépend de la bonne volonté du public. On est obligé de participer à ce qu'on appelle, nous, enfin, en anglais, des stakeholder engagements. Donc voilà, il y a des missions de présentation au public qui sont ouvertes à tout le monde. Donc on engage avec eux, il y a des questions-réponses, etc. Et donc il y a une nécessité véritablement dans les projets qu'on fait d'avoir une campagne d'information. Et donc il faut avoir un narratif très solide. Il faut vraiment avoir une philosophie de projet quand on va devant des gens qui sont contre. Souvent, ils sont contre. Ah, vous n'allez pas mettre un pont devant chez moi. Il faut leur expliquer pourquoi il est nécessaire. Donc, c'est des éléments centraux, voilà, d'une politique. C'est une image politique, mais au sens étymologique du terme. J'insiste, hein, on n'est pas là pour faire plaisir à des élus. Politique, c'est vraiment la gouvernance de la cité. Alors, on revient au sens étymologique du grec, et on est vraiment là pour faire ça, quoi. C'est notre rôle. Évidemment, c'est quelque chose qui est évident pour tout le monde, surtout pour vous à l'école, parce que vous êtes jeune et vous avez forcément entendu parler de ça depuis très longtemps. Mais c'est quelque chose qui est finalement assez nouveau dans les procédures, de raisonner en termes d'accessibilité. Les personnes à handicap
Et c'est pas forcément que des handicaps physiques, hein. Ça peut être des handicaps aussi mentaux, qui soient transgénérationnels et qui puissent, voilà, on doit penser aux personnes malvoyantes, on doit penser, si on franchit quelque chose, par exemple, Lindingo, je crois, le pont que je vais vous montrer après en Suède fait 760 mètres. Évidemment, il a fallu installer des toilettes de chaque côté, parce que, voilà, il faut penser à ces choses-là. L'éclairage, évidemment. Alors, je ne sais pas si vous abordez l'éclairage en école d'architecture. C'est souvent le parent pauvre en école. Enfin, je m'en souviens très bien qu'on n'a pas du tout. Moi, j'ai pas du tout abordé ça à l'école, très très peu. Mais l'éclairage, c'est super important, vraiment, parce qu'il y a un éclairage d'abord fonctionnel, hein, qui est large, qui a besoin, et puis il y a un éclairage architectural. C'est quelque chose qui va mettre les gens en confiance, qui va sécuriser les espaces, qui va aussi répondre à des contraintes, à des normes, hein, évidemment. Mais surtout qui va mettre en valeur le projet de manière dramatique. D'ailleurs, on voit souvent des très très belles photos d'archi, c'est souvent des photos de nuit, hein. C'est pas pour rien. Allez, projet. Parfait ça, 25 minutes pour les projets. Oxpense, on est à Oxford. Très en amont de la Tamise, donc la toute petite rivière que vous voyez passer là, c'est la Tamise. Et notre intervention, c'est ce petit pont ici, là, enfin ce petit franchissement là. Ici, c'est une image 3D, parce que ce quartier-là n'existe pas encore. C'est donné à un promoteur privé. Et cette gigantesque zone-là, en fait, va être le prochain projet de développement de l'université d'Oxford, qui va récupérer tout ça et en faire un nouveau campus. Le promoteur, ici, vous voyez, ici il y a la gare. Ça, c'est la ligne de train, et la gare d'Oxford est là. Et là, il y a des très très belles zones naturelles, on est au bord de la rivière, c'est très joli. Le promoteur voulait que le pont soit là, parallèle à la ligne de train, et qu'en gros, les gens arrivent directement chez lui, évidemment, et comme ça, ils pouvaient vendre ses appartements plus cher. Sauf que le centre-ville est là-bas. Donc on a posé un défi à la ville, on a dit non, à mon avis, il faudrait mieux que vous connectiez la ville au campus plutôt que de l'offrir aux promoteurs privés. Ça a été une grosse bataille, mais on a fini par gagner. Et le franchissement, on a changé l'alignement initial du projet. La zone étant extrêmement sensible, il fallait qu'on soit le plus transparent possible. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Le projet n'est pas réalisé, on est encore en procédure. On est à l'appel qui a suivi le dépôt du permis de construire, parce qu'il y a forcément des choses à gérer avec les habitants qui sont contre le projet. Au départ, on voulait par exemple pour le garde-corps, on voulait une maille transparente, un filet, quoi. Et on n'a pas réussi à le faire passer. On est revenu à un parapet, enfin un garde-corps classique. Mais si ça avait été vraiment transparent, ça aurait été quand même pas mal. Et l'idée du projet, c'est qu'en gros, au niveau du tronc des arbres, donc les arbres ont été mesurés sur site, on ait le minimum de points d'appui possible. Et que là, en gros, l'intégralité de la structure se fasse au niveau de la canopée des arbres, pour qu'elle disparaisse le plus possible dans le paysage. Sur ce projet-là, on a eu un petit souci qui s'est réglé à coup de pounds, de livres sterling. C'est que normalement, on devait faire le tablier de 5 mètres de large. Sauf qu'ils n'avaient pas les sous, donc on a dû le réduire à 3,50 mètres. Du coup, ce qui a influencé le projet aussi, c'est que quand vous conduisez, quand vous êtes sur votre vélo, la partie du guidon est plus large que la partie des pneus. Donc on a dû incliner les garde-corps pour gagner au moins au niveau de la hauteur des guidons. Mais on ne pouvait pas incliner trop non plus, parce que sinon les piétons ne pouvaient pas s'accrocher à la main courante. Voilà, des détails comme ça qui ont guidé la conception, des choses toutes bêtes,
mais on n'a pas fait ça pour faire joli, quoi. C'est ça ce que je veux dire. Newware, donc je vais vous remontrer des photos de chantier. Là, c'est quelque chose qui est en chantier actuellement. C'est un pont donc à Sunderland, en Angleterre. Voilà une image 3D du projet, avec vous voyez, un contexte de vallée relativement encaissée, avec d'un côté la ville, et de l'autre une zone plus résidentielle, avec notamment le stade de football de Sunderland. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent la première ligue, mais bon, les jours de match, il y a du monde, quoi. Et la passerelle connecte le stade d'un côté au centre-ville. Dans un axe historique, Sunderland était une ville de chantier naval. Et il y a un axe historique qui est dédié aux ouvriers des chantiers navals, avec une frange sur le sol de la ville qui indique tous les noms des ouvriers. Vous voyez le stade ici, là, dans le fond. Et donc pareil, là, l'alignement, là, on a essayé de le proposer, on a essayé de le changer, parce qu'il n'était pas à 90 degrés avec les berges, donc il était plus long que ce qui était nécessaire. Donc plus de carbone, plus de coûts, etc. On a proposé aussi, là c'est un tablier de 10 mètres, on a proposé de le faire moins large, parce que 10 mètres c'est nécessaire uniquement les soirs de grands matchs, ce qui arrive pas souvent à Sunderland quand même. Mais bon, rien à faire, ils ont absolument voulu garder cet axe historique, et ils ont absolument voulu garder les 10 mètres de large. Là, des fois, on essaye, mais on ne peut pas. Et évidemment, le projet, c'est sur 2 niveaux, hein. Il y a le niveau du tablier, et puis il y a ce qui se passe en dessous, hein. C'est aussi très, 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 très important. Voilà, ça, c'est l'axe historique de la ville. Donc, le pont atterrit dans la ville, comme ça, avec cette espèce de mémorial de tous les ouvriers des chantiers navals qui continuent dans un axe qui était tracé. Donc, effectivement, politiquement, aller mettre un angle là-dedans, c'était juste pas possible. Même si ça aurait fait économiser des millions de livres et des milliers de tonnes de carbone, ou au moins des centaines de tonnes de carbone. Et là, donc récemment, donc le chantier est en cours depuis plusieurs années, mais là, depuis peu, la partie centrale a été mise en place, donc encore une fois, hein, arrivée sur barge. Et voilà, Philippe et Simon, les 2 architectes du projet, très contents d'être là. Le jour où ils voient leur bébé naître, en gros, quoi. Parce que c'est quand même un sacré événement. Et voilà donc la parcelle de pont manquante en place. Ouais, vous voyez bien, il y a un angle hein, par rapport aux rives, et au départ on voulait se connecter plutôt par ici. Mais l'alignement est tel qu'il est, et puis bon, c'est pas plus mal. Passerelle sur la 620 à Toulouse. Ça, c'est pas en chantier, mais ça va l'être bientôt, on croise les doigts. Le budget a été voté par la mairie l'année dernière. Qui connecte l'ancienne piste d'Airbus, ce qu'on appelle la piste des géants, qui va être transformée. Donc c'était une piste, hein, Toulouse, vous savez, Airbus, Aérospace, etc. Là, il y avait une piste, et abandonnée, donc ça va devenir un gigantesque parc linéaire, avec évidemment plein de projets qui vont se développer le long. Et ici, de l'autre côté, le campus de l'université, ici l'ENAC, la fac de sport. Non, et ici une école d'aéronautisme, je crois. Et entre les deux, une magnifique autoroute, la 620. Donc le projet, en gros, propose ce serpentin, là, comme ça, un dessin presque naïf, hein, avec ces fêlettes là, qui commence par une rampe, monte sur un talus, se connecte à un bâtiment existant, traverse et redescend dans un espace végétalisé d'arbres existants. Donc le projet, tous les arbres ici ont été mesurés, l'emplacement a été positionné, etc. Et l'alignement du projet a été choisi pour d'abord ne pas toucher aux beaux arbres, et ensuite en couper le moins possible.
avec voilà, un profil assez intéressant en acier autopatinable. Ouais, les conditions d'éclairage, donc là pareil, hein, tout ça c'est piéton-vélo. Et donc des box girders en acier sur des pylônes en béton. Voilà, le bâtiment GA, la rampe d'accès nord. Il y a un escalier ici pour descendre. Il y a un accès parking dessous. Le franchissement avec un poteau qu'on a essayé de faire le plus invisible possible. Et une descente sur... ça, c'est un talus en terre renforcée. Et la rampe descend dans la végétation vers le campus. Donc le dessin, le profil des box girders a été fait pour qu'on puisse avoir un platelage de bois qui permet non seulement d'avoir une touche un peu plus chaleureuse, mais qui dissuade aussi le graffiti, autant que faire se peut. Pas sûr que ça marche, mais ça c'est un véritable problème quand on dessine les ponts, c'est le client il a toujours peur de devoir avoir une équipe en permanence à nettoyer. Ça guide beaucoup de nos décisions. Par exemple, les garde-corps en verre, on n'arrive jamais à les faire passer parce que forcément, ça va être cassé, quoi. Et là, on avait aussi une double contrainte pour cette clôture, en gros. Donc là, ici, sur ce côté-là, on est sur l'école d'aéronautique. Et là, on est sur le CREPS, donc l'école de sport. Et évidemment, les gens qui font du sport, ça peut attirer les gens mal intentionnés. Ouais, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a eu besoin d'avoir un dessin extrêmement précis et pointu sur le fait que cette clôture soit non seulement impossible à grimper, mais aussi qu'elle brise les vues. Et en fait, c'est ça le problème de travailler avec plusieurs sites, parce qu'un pont, c'est toujours sur plusieurs sites. C'est qu'on a dû gérer les concepteurs de ce bâtiment-là, on a dû gérer les paysagistes du parc urbain de l'ancienne piste, on a dû gérer avec les mecs de l'autoroute pour le franchissement, on doit gérer avec l'école du sport et on doit gérer avec l'école d'aéronautique. Évidemment, ils voulaient tous des trucs différents, c'est clair. Donc c'est pour ça que c'est pas la même clôture de chaque côté. Bon, au final, on va essayer quand même d'avoir un objet pareil dans son intégrité, dans son impact visuel, quelque chose qui soit assez élégant, léger, économe en matériaux, etc., etc. Je vais finir, parce qu'il me reste un petit quart d'heure, c'est parfait, sur 3 ponts multimodaux qui sont, pour certains réalisés, et les 2 autres en chantier, en Scandinavie. Le premier est en Norvège, dans la ville de Drammen, donc je l'avais déjà présenté ici à Drammen, Stockholm et Helsinki. Je l'avais déjà présenté l'année dernière, celui-là. Donc 3 échelles complètement différentes. Un pont urbain en plein centre-ville, un pont qui relie 2 îles en Suède avec un tram, et par contre quelque chose de beaucoup plus important, le pont de la Couronne à Helsinki. J'ai oublié la distance exacte, mais je crois qu'on est à presque 3 km là. Donc Drammen, on est en plein cœur de ville, on franchit une rivière, et voilà une image 3D, pareil, un contexte très compliqué, parce qu'on a des voies de train d'un côté, c'est la gare. On doit se connecter au tissu urbain existant ici avec une rampe, évidemment avec, je ne sais plus combien, 3,5% max. Des descentes sur les quais, un franchissement, et une accroche ici dans un espèce d'amphithéâtre ouvert, une place publique. 3,9 de pente maximale. Donc voilà la coupe du projet. Donc on est sur des franchissements de 46, 86 et 42 mètres, avec un travail de l'acier presque sculptural. Là on est sur des images 3D. La coupe transversale de
sur l'axe 7. Donc un joli tablier hein, quand même. Avec une asymétrie en termes de... On a 5 mètres ici en aval et 3 mètres en amont. Tablier de 20 mètres quasiment. Avec voilà des... Alors ça c'est pas... c'est une chaussée, mais c'est pas... c'est du transport en commun, exclusivement. Il n'y a pas de circulation voiture individuelle sur ce pont. Et évidemment, la question se pose à chaque fois, comment est-ce qu'on va connecter, surtout en plus quand on a des différences de niveau et qu'on doit rendre tout ça accessible, sans qu'on ait des rampes en serpentin à tour de bras. Comment est-ce qu'on arrive à intégrer le projet dans la ville? Donc en dessinant voilà, ce genre d'amphithéâtre urbain en relation avec l'eau. Une image 3D encore. Comment est-ce que cet espace peut devenir d'un seul coup un vecteur d'identité, quelque chose qui marque, qui incite en fait les gens. Parce que là, il y a quasiment plus de voitures. Là. Du coup, on se réapproprie le fleuve, on se réapproprie la ville. On l'intègre, tout simplement. Ce sont des images 3D. Voilà, vue de nuit, l'éclairage, très important. Hein, ça, la mise en valeur du travail se fait par l'éclairage, hein, la matière immatérielle. Et je crois qu'il y a quelques photos de chantier. Ouais, voilà. Donc là, où on en est en ce moment, là, sur les éléments qui arrivent petit à petit, qui se mettent en place. Coût de 123 millions d'euros quand même. C'est normalement terminé l'année prochaine, s'il n'y a pas de retard. Parce que les conditions en Scandinavie, c'est pas toujours facile. Lilla Lidingö, donc là c'est un peu plus long, on est à 760 mètres je crois. Piétons, vélo et tram, donc, qui franchissent une rivière à Stockholm. Il y a un pont existant là. Et puis il y avait ce truc là que le projet remplace, 750 mètres. Voilà. Et donc pareil, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, le différentiel de vitesse entre des trams qui vont relativement vite, des vélos et puis des piétons auxquels on offre comme ça un belvédère sur la baie. Là on est, je crois, sur une image 3D. Ça commence à être de plus en plus difficile à deviner. Ça, c'est une image 3D, j'en suis sûr. Et voilà, ça a été ouvert en 2023, mais le tram n'a été mis en chantier, n'a été ouvert que là très 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 récemment, pour une histoire toute bête, c'est que l'électricien avait mal fait son boulot, et que le transformateur une des extrémités du pont ne fonctionnait pas. Et il y a eu une bataille judiciaire pour se rejeter la responsabilité de qui avait créé le problème. Et donc le pont était là depuis 1 an et demi, 2 ans, mais il n'y avait pas un tram qui circulait dessus à cause d'un bête problème de responsabilité sur le chantier. Mais bon, c'était quand même, sur la partie qui nous concernait, une opération qui s'est quand même plutôt bien passée. Donc là, on est sur des photos. Hein. Et voilà donc le projet réalisé. Alors il y avait un petit pavillon ici, là, qui était un espèce de monument art déco historique, qui était pile à l'endroit où il fallait vraiment faire des interventions lourdes en termes de renforcement des berges, etc. Donc le pavillon a été démonté, conservé et remis en place. Pas exactement au même endroit, mais presque. Et voilà donc comment le tablier s'échancre parfois pour
pour permettre à des gens de s'arrêter, d'observer la vue sans gêner le trafic des gens qui font leur jogging. Des choses toutes simples, hein, on ne va pas chercher midi à 14 h, mais c'est efficace. Donc là, ce sont des photos qu'on a reçues fin d'année dernière. Et pareil, l'éclairage, hein, donc il y a un éclairage nécessaire d'usage et il y a un éclairage architectural. Et je vais finir par Kruunnusilat à Helsinki, qui est, je crois, la plus haute structure du pays, je crois. Donc 1230 mètres, hein, le franchissement. Là, on commence à être sur du lourd, mais le truc total fait, je crois, oui, quelque chose pas loin de 3 km. Pont à Auban, 250 mètres. Et pareil, tram et mobilité active, avec tous les réseaux et qui évidemment passent dans l'épaisseur de la structure. Et là, ça offre véritablement à l'échelle du territoire tout un nouveau panel de possibilités de connexion, puisqu'on va pouvoir désenclaver certaines zones, on va pouvoir mettre tout un groupe de population à moins de 15 minutes du centre-ville. On va pouvoir encourager finalement les gens à utiliser leur vélo et le tram et pas leur voiture, parce que vous imaginez, si vous habitez là et que vous voulez aller dans la ville, là, le détour qu'il faut faire, je ne sais plus combien il est, mais c'est juste gigantesque. Donc effectivement, on revient à ce qu'on avait dit au début. L'empreinte carbone de nos ouvrages et de nos conceptions est lourd. Hein, on fait quand même du génie civil et on fait de l'ouvrage d'art, donc c'est pas de la petite maison individuelle, mais si on réfléchit bien les choses et si on arrive à se dire que pour qui on le fait, pourquoi on le fait, on peut modifier véritablement les modes de transport qui sont un héritage du XXe siècle, donc forcément il faut faire avec, mais on peut changer les choses. Enfin, c'est notre rôle en tout cas. Et voilà, alors ça c'est de la 3D, hein, parce que le chantier est en cours, ça c'est de la 3D aussi. Alors là les conditions par contre, dures, je crois que pas toujours facile. Ça ouvre l'année prochaine normalement. Voilà quelques photos. Le pylône central, où on arrive très très prochainement au topping up. Voilà le pylône et le niveau du tablier. Et voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer maintenant aux questions, s'il y a des questions. Moi, j'en ai peut-être une première pour lancer. Tout ça, c'est donc des appels d'offres publics sur concours? Oui. Essentiellement, oui. Celui de Taplow, donc la première, la passerelle très très fine en acier, très transparente. Ça, c'était parce qu'il y avait un promoteur immobilier sur l'île qui avait promis aux habitants une passerelle piétonne. Et il avait proposé une Warren Truss toute bête, vraiment laide. Et là, quand il y a eu la consultation publique, il y a eu une demande des habitants auprès du promoteur de faire quelque chose d'un peu plus sympa. Et là, le promoteur nous a contactés directement. Mais sinon, à part ça, oui, c'est 99% du temps des chantiers publics. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? C'est pas la peine de poser une question sur les moments fléchissants ou les torseurs, j'y connais rien. Ouais,
Bonjour, merci pour la présentation. Comment vous êtes organisé chez Knight Architect au niveau ingénieur, architecte? Vous faites quoi comme prestation? Alors, nous sommes exclusivement des architectes en ouvrage de pont. Mais évidemment, les directeurs ont une connaissance très approfondie de toutes les typologies, de tous les systèmes de structure, et ils savent, par exemple, déterminer, en fonction d'un site et d'un franchissement qui est donné, et des contraintes, ils vont pouvoir analyser très très facilement, parce que les typologies de pont, il n'y en a pas tant que ça. Mais ils vont pouvoir analyser, disons, les 6 ou 7 qui vont pouvoir être les vecteurs d'expérimentation et qui vont répondre au franchissement et aux contraintes, par exemple, de hauteur, si on n'est pas loin d'un aéroport, etc. Donc, eux, en général, vont déterminer les contraintes structurelles, techniques. Et ensuite, on est une équipe, donc on est environ 25. Plus de la moitié sont des architectes. Et puis, voilà, il y a CGI, des artistes, et puis un peu d'administration. Mais on est... Ensuite, au niveau du fonctionnement, donc on est souvent mandaté par les équipes d'ingénieurs. Ça peut être Arup ou Bollinger-Grohmann ou d'autres, ou CETEC en France, qui viennent nous voir. Et en gros, ils ont besoin de cette, on va dire, si j'ose le mot, sensibilité architecturale pour offrir au projet, ce que je disais un peu tout à l'heure dans la présentation, une image qui va pouvoir répondre à tous ces critères-là, que les ingénieurs en génie civil n'ont pas forcément pris en compte dans les premières études de cas. Donc on est complémentaires. Mais on sait très bien, et on est vraiment des architectes dans un monde d'ingénieurs, on sait très bien qu'on passe après. Donc très souvent, dans le découpage des phases, on va être pas forcément présent au début, mais on va être très important sur la phase de préparation du permis de construire. Et puis dès qu'on va arriver en avant-projet détaillé, je dirais en RIBA phase 4, où les choses vont devenir beaucoup plus techniques, là souvent notre mission diminue très nettement parce que ce sont les ingénieurs qui prennent le relais. J'ai deux questions, peut-être une qui suit celle qui vient d'être posée. Donc vous dites en phase 4, ça correspond aux phases 4 chez nous, plus ou moins, mais c'est les ingénieurs qui prennent le relais avec des détails. Est-ce que vous avez quand même une direction architecturale qui continue, ou est-ce que vous avez des détails dessinés qu'eux doivent absolument suivre, ou comment est-ce que vous gardez l'œil, en fait? Ouais, c'est la grande cruauté de notre métier. C'est pour ça qu'on travaille énormément en phase 3. Enfin, et on dépose des permis avec des détails au 10e, au 5e, pour essayer de les graver dans le marbre le plus longtemps possible. Et, bon, des fois ça diverge, mais si on a réussi notre travail, même si on est par exemple sur une mission forfaitaire en phase 2, phase 3, et qu'on est sur une mission ensuite au temps passé, donc autrement dit nos honoraires sont divisés par 10, hein, ils nous rappellent quand même, en disant bon, on a un problème, on sait que ça va être moche, on voudrait quand même le faire comme ça, est-ce que vous pouvez nous aider, quoi. Donc ça devient un peu du consulting après, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et j'ai une autre question plus générale. Est-ce que vous travaillez également sur des autres infrastructures qui ne sont pas des passerelles et des ponts, mais qui sont par exemple des murs de soutènement ou des passages sous voie, ou enfin tout ce que les humains utilisent aussi qui font l'infrastructure de la ville? Oui, tout à fait. On travaille beaucoup sur la dimension network et corridor, donc les réseaux et les couloirs. Par exemple, moi je suis là en ce moment, je suis project lead sur le Lower Thames Crossing, donc c'est 4,5 km de tunnel sous la Tamise avec les 2 portal buildings. Donc il y a 2 bâtiments techniques à chaque extrémité qui font en gros 10 000 m² chacun. C'est 2500 m² de plateau sur 4 ou 5 niveaux, 40 mètres sous-sol, où on gère tous les flux, les MEP, et puis la partie émergée par contre, qui elle est... Parce qu'il y a toute une partie paysage dans le projet qui est gérée par des paysagistes. Ce qu'on dessine au-dessus, on essaye de faire en sorte que ce soit des pavillons dans le paysage. Par exemple, là, il y a un côté architectural où là où va être fait la rampe sud, on extrait 1,5 million de mètres cubes de craie. Et on va réutiliser une partie de cette craie pour faire des murs en craie banchée.
On essaye. Ensuite, il faudra vérifier exactement le taux de ciment que les ingénieurs vont mettre, que l'entreprise générale va mettre dans le système pour que ça tienne un siècle, parce que je crois que c'est 120 ans la durée de vie du bâtiment. On essaye. Mais oui, on fait autre chose que de la passerelle, bien sûr. Bonjour. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé de plusieurs pays et je me demandais si la collaboration entre les ingénieurs et les architectes a été différente selon les pays que vous avez expérimentés. Une bonne question. Paradoxalement, non. Parce que le processus est relativement le même. Et sur ce genre de projet, les échelles de temps sont tellement longues que des fois, ça nous arrive que le projet soit mis en pause, par exemple, et on nous rappelle 1 an ou 2 ans plus tard, et toute l'équipe d'ingénieurs a changé. Donc il faut reconstruire exactement le... Et ça, on retrouve finalement le même genre de processus de relation et de travail sur différents projets qui peuvent être à différents endroits. Ensuite, c'est vrai qu'il y a certaines contraintes. Par exemple, là, en ce moment, on change le pont Alexandra au Canada, qui est devant le Parlement canadien. Et eux, ils exigent que le directeur de l'agence soit sur place au moins 1 semaine par mois. Donc ça fait partie du contrat. Alors forcément, faut s'adapter. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, avec le fait... à part quand on est vraiment dans des zones... des time zones très différentes, par exemple avec la Nouvelle-Zélande, c'est vrai que c'était compliqué, quoi. De trouver un créneau pour se parler, quoi. Mais à part ce genre de problème, finalement, d'organisation, le processus reste relativement le même. Ouais. Alors c'est vrai que les modèles sont différents, mais les acteurs sont relativement connus. Arup, par exemple, on travaille avec Arup dans plein de pays différents. Donc on se retrouve souvent. C'est ça aussi ce qui fait que la qualité du travail est importante, c'est parce qu'on construit une relation de travail sur des années et des années. Et donc les processus de travail et la décomposition des tâches se fait de manière relativement fluide. Alors c'est vrai qu'on rencontre parfois des difficultés sur certains modes opératoires, sur certains types de contrats, par exemple, où la formulation est différente, où les attendus sont différents, où les échelles de temps vont être différentes. En Chine, par exemple, les choses vont très très vite, et c'est compliqué de faire vite. Mais je dirais que les problèmes ne sont pas tant dans la cohésion et dans la cohérence du travail avec les ingénieurs, c'est plus dans les relations avec les mandataires, avec les parties publiques. Où là, il faut vraiment s'adapter. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, l'image du pont blanc que j'ai mis en introduction, il y avait une énorme pression sur les populations autochtones. On est sur un territoire hyper fort de signification pour les populations locales. Il y a je ne vais pas dire une divinité, parce que ce n'est pas le mot qu'ils utiliseraient, mais il y a un esprit du lieu qui fait que notre intervention va d'abord être de convaincre les populations autochtones. Et le politique le sait. Il n'y a pas de projet si eux n'achètent pas le projet. Donc, c'est un contexte complètement différent, par exemple, que d'aller franchir 10 ou 12 voies de voies ferrées dans une banlieue en Allemagne, quoi. Ouais. J'ai une question, bonjour, merci pour la présentation. Ma question se pose, j'ai une question sur le too late et too early. Et en fait, est-ce que vous proposez aussi des prestations stratégiques aux communes, aux villes, avant la décision de lancer un projet de construction de concours et tout? Est-ce que vous êtes aussi impliqué, parce que je pense que c'est assez séparé, ce genre de phase. Donc est-ce que vous proposez aussi un soutien stratégique? Je pense à cette passerelle à Oxford, où vous avez justement poussé de déplacer cette passerelle pour une meilleure intégration urbaine et tout.
Donc à quel point est-ce que c'est trop tard de faire ce genre de changement en Oxford? Et puis est-ce que c'est aussi trop tôt des fois? Est-ce que vous êtes des fois dans les phases où vous développez carrément des stratégies à l'échelle urbaine ou à le territoire plus en amont de la procédure du concours? Donc quelle est la relation? Quand est-ce qu'on peut encore changer ou mettre en place vos connaissances au niveau de la mobilité douce? Parce que le concours, quel type de voie, quel type de tram, quel type de multimodalité, tout ça c'est déjà décidé. Ouais. Donc vous êtes là-dedans, donc vous avez des compétences, mais est-ce que vous arriviez suffisamment de les appliquer au service des villes si vous faites uniquement les concours? C'est un peu ça ma question. Oui, je comprends très bien. Évidemment, je crois que c'est le rêve de tout concepteur d'être là le plus tôt possible. À la genèse du projet, même voire avant la genèse, quoi, si c'était possible. On a tous envie, on a tous un ego surdimensionné. En tant que concepteur, on a envie d'être la lumière, quoi, d'apporter la lumière au monde. Donc effectivement, on voudrait être là dès le début. Mais effectivement, c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible parce que, encore une fois, on est des architectes dans un monde d'ingénieurs. Et donc, le go-to pour le décideur public, c'est le cabinet d'ingénierie, en premier chef. Et c'est vrai que c'est compliqué pour nous ensuite de vouloir modifier certaines choses qui ont été scellées dans le marbre. Par exemple, là, je fais un projet en Irlande. On ne peut même pas changer ni la position des piliers, ni la typologie, ni l'alignement. Non, c'est voté, c'est décidé. On arrive là et débrouille-toi, fais ça beau. Ok. Donc là, c'est compliqué. Mais si on a le temps, d'abord, de faire les analyses urbaines qui conviennent, si on sent qu'on a le courage et l'appui pour modifier le cahier des charges, si on sent qu'on a un argument vraiment valable, et ça, je rejoins le début de la conférence, l'argument valable, il peut être changer les modes de transport, avoir des économies de carbone, favoriser la mobilité active. Toutes ces choses-là, qui étaient encore absentes de l'esprit des décideurs politiques il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui c'est au milieu, c'est l'éléphant dans la pièce. On ne peut pas ne pas y penser, on ne peut pas ne pas s'attaquer au problème. Donc si on arrive là avec une analyse qui est fondée, qui est scientifique, qui est basée, c'est pas simplement de la lubie d'architecte, on peut convaincre les gens. Mais c'est vrai que comme on arrive après, c'est pas toujours facile. C'est pour ça toujours trop tôt, trop tard. C'est exactement ça. Encore une question? Apparemment pas. On va passer. Non, je crois que c'est l'apéritif là. En conclusion, encore une minute. Encore une minute. Okay. Ah pardon, merci. En tout cas, merci beaucoup. Pour conclure cette conférence, je remercie chaleureusement Pierre-Yves Graff pour son éclairage passionnant sur la manière dont les infrastructures urbaines, et en particulier la mobilité douce et l'architecture des ponts et passerelles, peuvent façonner des identités uniques en étant un levier puissant pour repenser nos espaces publics. De plus, ces ouvrages dépassent leur fonction première pour devenir un élément structurant de l'identité des villes, contribuant à la création de lieux inspirants, vivants, intégrés aux besoins des citoyens, ce qui permet aussi d'améliorer leur qualité de vie générale de tous ces utilisateurs. Je profite de ce petit moment pour lui offrir un petit présent afin de le remercier du temps qu'il nous a consacré sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Merci. Pour information, donc, la dernière conférence de cette année académique traitera de l'assainissement de l'impact environnemental de la production hydroélectrique dans les Alpes. Cette conférence se tiendra le mercredi 16 avril en présence du professeur Stuart Lane de l'Université de Lausanne. Merci à toutes et à tous pour votre présence et maintenant je vous invite à partager un verre de l'amitié à la sortie de cet auditoire. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente soirée. Merci de votre attention.